On était menottés main arrière à un radiateur dans 2 pièces différentes. Moi j'avais sur les yeux un bandeau qui avait été aspergé de gaz lacrymogène. On est resté 3 jours et demi, complet, sans boire ni manger, en étant frappé toutes les demi-heures, 2 heures, interdiction de dormir, voilà. Donc vous voyez bien que la mise en condition est assez rude. Dans votre métier de journaliste, est-ce que vous pouvez comprendre si vous n'êtes pas sur place? Non. Une société démocratique a besoin de journalistes indépendants et autonomes. Pas simplement de gens qui font de la théorie et des éditoriaux, mais des gens qui vont chercher des choses sur le terrain. Ouais. Aujourd'hui, clairement, quand on est sur l'île de front, on voit que l'objectif de l'armée russe à ce stade, c'est pas tant le terrain. Leur objectif, clairement aujourd'hui, c'est la destruction de l'infanterie ukrainienne. La seule ligne de défense entre l'Europe et eux, c'est l'infanterie ukrainienne. Le jour où l'infanterie ukrainienne n'est plus capable de tenir, là, ça va nous poser un vrai problème. Pas du rat. Quartier libre. Aujourd'hui, je passe un quartier libre avec Didier François. Il est reporter de guerre. Il a fait à peu près tous les théâtres d'opération, Tchétchénie, Liban, Gaza, où il a été blessé par balle, et surtout la Syrie, où il a été pris en otage pendant 10 mois par l'État islamique. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a quelques semaines, il a pu confronter ses bourreaux dans un procès hors norme. Mais avant cette conversation, je voudrais vous remercier parce que vous êtes déjà des dizaines de milliers, de plus en plus nombreux à regarder ce podcast, Quartier Libre, un soldat qui pose des questions à des leaders civils et militaires. Vous pouvez continuer, m'envoyer des questions ou des invités que vous aimeriez voir dans ce podcast sur mes réseaux sociaux, Capitaine Brault, B-R-A-U-L-T. Merci à tous et maintenant c'est parti pour ce Quartier Libre avec Didier François. Didier François, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super. Je sais que vous rentrez là d'une mission, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça. On appelle ça un reportage. Un reportage en Ukraine. Absolument. Je viens de passer 15 jours en Ukraine, sur la ligne de front, à voir un petit peu comment ça se passait. Et c'était à la fois... C'était chaud. C'était très chaud, très chaud. Le combat aujourd'hui a énormément évolué, avec une omniprésence des drones sur la zone des 15 km à partir de la ligne 0, avec des temps de réaction qui sont en fait, on peut rester très peu de temps à l'extérieur, parce que dès qu'on est repéré, entre le repérage et l'arrivée en meute de drones qui vous chassent, le temps de réaction c'est 5 minutes. Ouais. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un sujet. L'impression d'être chassé en permanence, l'obligation de travailler toujours à couvert, en prenant d'énormes précautions, où en fait chaque déplacement devient une opération en soi, il faut la préparer, la couvrir, la protéger. C'est très demandant. Psychologiquement, c'est une menace. Alors pour les vieux cons comme moi, c'est une espèce de mélange entre ce qu'on avait connu, la menace des snipers, par exemple à Sarajevo en 92. On avait cette fameuse sniper alley où entre le centre-ville et la sortie de la ville, on passait à fond sur l'avenue centrale qui s'appelait la Maréchal Tito et qui était effectivement sous le feu de snipers qui étaient cachés dans les immeubles autour et qui pouvaient décider de tirer ou de ne pas tirer. Donc il y a une espèce de... Mais là, et puis un mélange de cette menace-là et celle d'un peu de l'hélicoptère qu'on avait vu arriver en Afghanistan ou en Tchétchénie. L'hélicoptère de combat qui avait la capacité à nous suivre, mais les hélicoptères, il y en avait 2, là, des drones, il y en a 10, 15, c'est beaucoup plus léger, c'est très rapide, donc ça travaille, encore une fois, ça chasse en meute, et donc cette menace dans la 3e dimension est quelque chose de, physiquement et psychologiquement, assez lourd. Donc juste avant de revenir sur les drones, parce qu'évidemment ça m'intéresse, pour préciser à ceux qui nous écoutent, nous dans l'armée on appelle ça le délai d'impunité, moins de 5 minutes. Donc le délai entre le moment où je suis détecté moi comme combattant et le moment où je me prends un tir d'artillerie, en gros... Fine fix, c'est 5 minutes. 5 minutes, waouh, ouais, c'est vraiment... C'est sans commune mesure avec ce qu'on a connu auparavant. Non, oui, on est descendu de 20 minutes pour les meilleurs à 5 minutes pour des gens en plus qui sont entraînés très rapidement, puisqu'en fait, l'opérateur de drone qui aujourd'hui utilise son joystick sur un drone dit FPV, donc avec une vision directe, il est formé très très rapidement. Alors qu'un opérateur ou un combattant ou un soldat d'infanterie capable de monter à l'assaut sur une ligne de front a quand même une formation beaucoup plus longue. Et donc la menace, et ça coûte très peu cher en fait à fabriquer. Dans ces cas-là, moi, mon intuition, c'est de me dire si le délai d'impunité il est aussi faible et les capacités de destruction aussi fortes et les capacités de protection aussi faibles, je me dis ils doivent plus bouger les mecs. C'est le cas? Alors il y a une difficulté sur le mouvement, mais enfin on est obligé de bouger, sinon il y a toujours un problème d'appui. Le combat aujourd'hui se fait essentiellement sur le contrôle des points clés de la zone d'affrontement tactique. C'est plus des tentatives de percer, etc. C'est une tentative d'enserrer le dispositif et d'effriter
disloquer petit à petit le dispositif de défense par la prise et la saisie de points clés qui vont rendre de plus en plus difficile le soutien et l'appui. Ce qu'on voit aujourd'hui, enfin c'est comme ça que moi je le ressens en tout cas, on voit une robotisation du champ de bataille qui vise à suppléer le manque d'hommes. Voilà. Et que cette robotisation du champ de bataille, alors essentiellement par les drones, et appuyés par les feux dans la profondeur, sont en train de changer complètement la façon de manœuvrer et de concevoir et la défense et les contre-attaques sur la zone de feu au niveau tactique. Alors, je m'excuse, c'est peut-être un peu technique, mais comme on parle à des militaires, finalement... Non, c'est très bien, mais si vous me permettez, je voudrais revenir à la partie drone avant de parler de ce que vous avez dit, les états-majors et les autres bouleversements du champ de bataille, parce que en plus... Le cycle mesure contre mesure va tellement vite que je voudrais qu'on situe bien là, au moment où on se parle, c'est l'été 2025. Il y a encore quelques semaines, j'ai pas votre niveau d'information parce que vous revenez du terrain, mais je me souviens qu'il y a quelques semaines, on parlait d'une telle puissance électromagnétique des armes sur le terrain que tout était brouillé et qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose qui volait. Alors, si ça vole beaucoup, en fait, c'est là, très ça a brouillé. changé, quoi. En fait, non, le brouillage est permanent. C'est-à-dire la guerre électronique, ça, c'est la deuxième phase, est maintenant intégrée sur l'avant, de manière que ce soit dans les déplacements, parce qu'il y a énormément de véhicules qui sont dotés des fameuses antennes qui permettent justement de travailler dans le spectre des 300 ou 1000 MHz, avec y compris des choix. Le problème, c'est que il y a aussi l'arrivée du filaire, c'est-à-dire que aujourd'hui la fibre optique... Enfin, ou du moins on revient. Oui, on revient, parce que c'est un peu comme... En fait, c'est un peu la même question entre le missile Milan et le Javelin. Grosso modo, le Fire and Forget, c'est intéressant, mais peut-être brouillé, alors que le filaire, on le rappelle avec le Milan, alors ça pouvait avoir des petits inconvénients quand il y avait des poches de chaleur, etc. Mais je mettrai les descriptions des armes en commentaire ou en photo. Mais en revanche, l'avantage, c'est que c'est très difficile à intercepter, parce que, à part couper le fil, on voit pas très bien pour l'instant ce qu'on peut faire. Alors, évidemment, tout le monde travaille là-dessus, mais oui, c'est un vrai sujet. Donc, la guerre électronique devient un élément, au même titre que l'utilisation du drone FPV est presque devenue la troisième arme de dotation, parce que vous avez la petite manette qui va permettre de contrôler le drone, est presque aujourd'hui devenue la troisième arme après le fusil d'assaut et l'arme courte, enfin le pistolet. Donc, vous diriez que la manette de joystick du drone First Person View, il a remplacé la gâchette du HK? En fait, il n'a pas remplacé, il vient en plus. C'est-à-dire que grosso modo, moi je pense qu'aujourd'hui, par exemple, sur une prise de position d'intérêt, l'assaut direct va être compliqué. L'approche discrète, camouflée, frappe par drone, puis coiffée avec les armes, me paraît aujourd'hui un mode d'action plus... enfin, en tout cas, c'est toujours... Enfin, il faut toujours mettre des bémols à tout ça, puisque ça dépend vraiment de la situation tactique, mais va devenir un mode d'action de plus en plus fréquent. Oui. Non, mais juste pour le rappeler, parce que c'est hyper important, en tout cas pour officiers à mon niveau, et puis là, les jeunes qui sont en école, infiltration camouflée, frappe en drone, et ensuite l'exploitation humaine. On envoie le truc, et puis après, pouf, on coiffe. Mais ce qui signifie que ce qu'on appelle, nous, l'effet majeur, c'est l'action principale, c'est le drone qui la réalise. Alors, encore une fois... Jamais, il faut toujours faire attention. Pour l'instant. Voilà. Mais en tout cas, dans cette phase, qui est une phase où il y a la manœuvre, en tout cas la vitesse et la manœuvre est quasiment bloquée par une situation tactique enterrée, où donc, en fait, chercher l'initiative ressemble un peu, grosso modo, aux années sur 1916-17 de la Première Guerre mondiale, où on cherche la solution tactique qui va permettre de sortir de l'enfermement d'une ligne fixe qui interdit la manœuvre. Donc aujourd'hui, tout ce qui est lourd, le blindé, même l'avion, etc., reste en arrière. Il se cache, Donc aujourd'hui, le sortir est une folie, parce que sortir du lourd, c'est avoir du lourd détruit. Avec une difficulté de recomplètement. Alors que le drone, lui, est recomplété par une capacité rapide sur le terrain, très en avant, de produire avec de l'imprimante 3D. Et donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il vaut mieux engager ça. En plus, c'est une capacité à protéger la ressource la plus importante, qui reste la ressource humaine, c'est-à-dire le combattant formé et particulièrement le fantassin capable de tenir le terrain ou l'opérateur des forces spéciales capable d'infiltrer. Ça devient de plus en plus difficile en fait l'infiltration. Surtout côté russe, ça permet côté ukrainien, ça permet de
de rééquilibrer le rapport de force humain. De tenter de le rééquilibrer, parce que les Russes utilisent à la fois les drones et par ailleurs ne sont pas en souffrance de recrutement, parce que leurs objectifs de recrutement ont plutôt bien fonctionné. Ils ont même été plutôt au-deçà des objectifs. Et donc ils ont aujourd'hui une force qui est suffisante pour pousser de manière permanente, malgré des pertes monstrueuses. Là, je l'ai vu au quotidien, mais en fait, visiblement, ça n'a pas l'air de les gêner. L'armée russe, quand on la voit aujourd'hui, c'est une armée coloniale. C'est des Yakoutes, des Tchouves, des Dagestanais, etc. Moscou et Saint-Pétersbourg sont très peu toucheux. Donc, on voit bien que ça leur suffit. Je pense qu'ils sont au-dessus de 20% de leur capacité de mobilisation prévue, avec un effort financier important et avec peu de limites à l'acceptation des pertes dans ces zones-là. Donc ils ont des pertes énormes. Donc là, c'est bien une question qui pourrait se poser à des démocraties comme les nôtres. Difficulté de mobilisation, débat démocratique sur l'engagement de la jeunesse sur le front avec le taux de risque accepté. Donc on voit bien qu'ils ont les mêmes problèmes que nous, qui sont comment aujourd'hui une société démocratique peut se défendre face à une armée de masse capable de faire du rouleau compresseur et peut arrêter ou freiner une avance d'une armée lourde qui n'a pas peur des pertes, qui plus est, qui fait quand même aussi un certain nombre d'innovations, entre guillemets, qui testent en tout cas un certain nombre de choses, parce que justement elle n'a pas peur des pertes. Aujourd'hui, ils testent la vitesse avec les motos, qu'ils ont été piqués, le mode d'action qui a été en fait copié sur les djihadistes au Sahel. Oui, très inspiré du conflit asymétrique. Oui, mais qui est intéressante sur une ligne de front fixe, où justement le drone raccourcir le délai de montée à l'assaut et de prise rapide, de coiffer rapidement une position clé, quitte après à s'enterrer tout de suite. Et puis, si on accepte cette perte-là, eh ben, là, c'est vrai qu'on gagne du délai et on regagne du tempo. Donc, on se met de la liberté d'action. Donc, vous voyez bien qu'il y a... Voilà, on est en fait... Tout le monde est en train de chercher la martingale sur le front, avec une difficulté pour les Ukrainiens, c'est que chercher une martingale, évidemment, en protégeant sa ressource principale, qui sont ses combattants, est plus facile que pour les Russes qui n'ont pas ce sujet-là. Par ailleurs, les Russes savent se battre, donc il faut toujours faire attention à ça. Et donc, eux aussi cherchent des solutions. Et je pense qu'aujourd'hui, clairement, quand on est sur la ligne de front, on voit que l'objectif de l'armée russe à ce stade, c'est pas tant le terrain, parce que ce qu'ils avaient fait par exemple à Bakhmout, où ils ont consommé, entre guillemets, la SMP Wagner, avec ses 40 000 morts dans l'assaut de Bakhmout. Là, ils consomment différemment. C'est que eux, leur objectif, clairement aujourd'hui, c'est la destruction de l'infanterie ukrainienne. Parce qu'aujourd'hui, la seule ligne de défense entre l'Europe et eux, c'est l'infanterie ukrainienne. C'est le jour où l'infanterie ukrainienne n'est plus capable de tenir de manière durable et la ligne, là, ça va nous poser un vrai problème. Quelque part, vous faites le lien entre cette situation et peut-être ce qu'on vit en France, c'est-à-dire préférer au rétablissement d'un service militaire peut-être brutal, où il y a une intégration, un début et une fin, préférer à ça un système d'intégration progressive par la réserve, la montée en puissance de la réserve, où on prendrait des talents, on les met en immersion, et puis quelque chose un peu plus continu peut-être. Alors, c'est l'option... Encore une fois, je ne suis pas du tout spécialisé à la question, on s'interroge. Me semble-t-il, à ce stade, pour ce que j'en vois, ça serait l'option qui, de notre point de vue, pourrait être la plus intéressante pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'on n'a pas de danger immédiat. C'est-à-dire qu'à la différence de l'Ukraine, on n'a pas d'armée à nos frontières. Pas de mobilisation. On est à l'arrière, et il y a quand même peu de chances que ça arrive demain. C'est-à-dire qu'on doit faire face à d'autres types de menaces, mais la guerre informationnelle, le cyber, on va en parler après, etc. Mais pas des boulets de char. Voilà. Donc ça permet ensuite d'avoir sur le long terme une intégration de la nation, tout en maintenant une capacité économique. C'est comme la guerre, c'est comme quand on parle d'économie de guerre, qu'on utilise le mot pour mobilisation. On ne va pas transformer l'économie française en économie de guerre. Il faut juste monter en puissance. C'est-à-dire comment on est. C'est ce que dit le chef d'état-major des armées, c'est gagner la guerre avant la guerre. L'idée, c'est justement d'empêcher la guerre ou d'empêcher un ennemi d'attaquer nos alliés. C'est pas c'est pas demain de les empêcher de rentrer en Alsace-Lorraine ou de se mettre sur la ligne Maginot. Donc je pense, voilà, et le fait de dissuader d'attaquer, pour dissuader d'attaquer, je pense que une mobilisation de long terme, comprise comme un effort de la nation soutenable, parce que justement, on ne se sort pas
du temps de paix et de l'économie, de la vie, de la cité, de ses amis, fait que justement, on va créer un anticorps en tant que nation capable de se mobiliser et de monter en gamme s'il y a besoin, voilà, et ça c'est pas fromage ou dessert, c'est bon, bah, ok, demain tu prends le pactage, Ouais. ton le zinzin, tu montes dans un train et en avant, ça n'a pas de sens. On est allé tout de suite très vite dans de la stratégie. Je voudrais revenir pour que tout le monde visualise. Vous êtes reporter de guerre et là vous étiez en Ukraine. En fait, comment ça se passe? Vous étiez intégré à une unité, vous étiez sur le terrain, un peu proche de la ligne de front. Vous pouvez m'en dire plus? Oui, alors nous donc, mon métier c'est effectivement journaliste, donc déjà c'est d'aller voir ce qui se passe. Spécialisé dans les guerres, donc reporter de guerre. Donc oui, notre travail, à nous, reporters de guerre en tout cas, c'est d'aller sur le terrain, rencontrer les différents acteurs de ce qu'est un conflit pour tenter de l'expliquer, de l'éclairer. Et en essayant de rentrer le plus possible dans la granularité, parce qu'évidemment c'est jamais totalement ni noir ni blanc, et de mieux comprendre, parce que ça aussi c'est pas si simple que ça, hein, parce que c'est normal, la guerre il y a du brouillard, il y a aussi de la volonté de se protéger, la sécurité opérationnelle. Il y a de la propagande. Il y a de la propagande, ça fait partie des trois trucs qui sont voilà, nos trois obstacles naturels, dirons-nous, mais dans lesquels notre boulot c'est de se mouvoir avec un peu d'intelligence et plus ou moins de succès, mais donc effectivement de trouver les contacts qui vont nous ouvrir les portes et nous amener au plus près de ce que l'on veut voir et comprendre. Alors vous débarquez du train parce qu'il n'y a pas d'avion sur ces zones-là. En général, on prépare un petit poil en amont quand même. Ouais. je m'en doute. Arriver le nez au vent ne serait-ce que cette conversation, je l'ai un peu préparée. En fait, non, mais ça arrive des fois, on part un petit peu comme voilà, comme un peu sur une toile cirée, mais parce qu'on n'a pas trop le choix et on a les sacs qui sont prêts pour ça. Mais avec un sac chaud, un sac froid, ça c'est. Ouais. Mais un vrai militaire quoi. Bah, on est obligé en fait. Mais vous arrivez et souvent on arrive avant les militaires, hein, pour dire les choses franchement. Ah oui. Mais pour une raison simple. C'est que nous, on a géré que nous-mêmes. On n'a pas déplacé 1200 personnes comme un régiment. Bah oui, c'est par logique. On n'est pas tenu par une chaîne de décision. C'est un coup de fil du rat-chef, on évalue et en avant. Donc on n'est pas du tout dans un modèle militaire. Nous, on est dans un modèle qui est beaucoup plus... c'est individuel, donc voilà. Vous êtes léger, vous pouvez agir vite. Et donc vous rejoignez une unité de l'armée ukrainienne. Alors là, dans ce cas particulier, c'est ce qui s'est passé, oui, qui nous a, enfin voilà, il y avait une volonté de leur part de nous montrer l'évolution des fronts et la réalité du terrain. Enfin, en tout cas, évidemment qu'ils protègent des choses, ils n'en ont pas tous, ils sont pas totalement normal non plus. Mais comme toutes les armées, enfin, je veux dire, ça serait pareil avec les Russes, ça serait pareil avec les autres. Mais oui, effectivement, nous sommes allés là pour le coup sur les points intéressants. Aujourd'hui, la ligne des fronts, parce que significatif de ce qui se passe aujourd'hui. C'est toujours pareil quand on essaye de faire un reportage, on essaye à la fois que ça soit humain, mais aussi que ça ait du sens, c'est-à-dire que ça nous révèle quelque chose qui est en train de se passer, comme, si ce n'est une rupture, au moins une évolution, ou quelque chose de saillant dans la guerre qu'on va décrire. Décrire un combat pour décrire un combat, à part les spécialistes comme vous, ça fait chier tout le monde. Enfin, franchement. Ah, je pense que ça peut intéresser. En tout cas, ce que vous venez de dire, c'était très intéressant. Oui. Et là, vous étiez... juste pendant 2 semaines avec cette section. Quand tout à l'heure... C'est un peu plus compliqué que ça. Je descends pas... Enfin, je vais voir la section. En général, un reporter descend rarement faire du reportage. On fait du reportage au niveau de la section. Ouais. L'intégration se fait toujours au niveau des CO, des chefs de... Ouais. Enfin, pour une raison simple, c'est que c'est quand même eux qui tiennent le front. Que ça soit une armée ou que ça soit une guérilla, on se balade pas, ne rêvons pas. On dit quand on est avec les armées, c'est embed, et quand on est le reste du temps, c'est freelance. Que nenni. Il n'y a pas un commandant, qu'il soit de milice, de groupe armé, de ce qu'on veut, ou d'armée, qui laisse un neuneu se balader sur sa ligne de front à lui, comme ça, le nez au vent, avec un appareil photo, à raconter n'importe quoi. Ça n'existe pas. Sûr. Voilà. Donc, on est toujours, en fait, plugué, enfin, en tout cas, raccroché au niveau du commandant de la zone, qui, lui, sait ce qui se passe dans son territoire et accepte ou pas de vous faire venir d'une façon ou d'une autre. Voilà, il va vous ouvrir plus ou moins les portes, mais ne rêvons pas, ça n'existe pas. Le reporter qui arrive, qui se met au milieu, qui dit tiens, que se passe-t-il? On est quand même toujours obligé de passer du niveau commandement au niveau opératif ou tactique pur pour avoir... Parce que le tactique a ça d'intéressant quand même, qui permet de discuter avec les hommes. Or, la guerre, elle est faite par des hommes, il ne faut jamais l'oublier. Et que donc là, ça permet d'avoir cet échange avec la rugosité du combat du terrain à travers ceux qui le font et ceux qui le subissent, parce que c'est à la fois, des fois c'est imposé, des fois c'est subi. Donc c'est intéressant d'avoir ça, mais on ne peut pas en permanence être avec une section dans son truc, sur son axe de tir,
honnêtement, ça n'a pas de sens. Alors, je vous pose la question, pas tellement pour aborder les techniques journalistiques, mais simplement, parce que vous en parlez très peu, mais des risques pris. Parce que tout à l'heure, vous parliez des drones en permanence, du délai d'impunité. Moi, j'avais l'impression, en tout cas, que vous l'avez vécu à la première personne. Ah, ça, oui, clairement, oui. Ouais. et donc, c'est pour ça que je voulais en discuter un peu plus, parce que vous parlez des hommes qui la subissent, qui la font. Oui, vous aussi, vous la faites et oui, vous alors, la subissez. C'est vrai, le risque est réel, il est même très important. D'ailleurs, on voit de moins en moins d'accès au front parce que ça devient de plus en plus difficile. Ah bah oui, mais parce qu'en plus, honnêtement, ça devient compliqué. Si vous voulez dire, c'est que ça devient dangereux, très dangereux. Alors, c'était déjà dangereux, mais là, ça devient vraiment très dangereux. Ouais. Il faut quand même toujours rappeler une chose, pour être totalement honnête. Donc oui, au moment où on y est, on prend ce risque. La grosse différence, c'est que nous, on est en touriste. C'est-à-dire qu'on vient, on ressort. Oui. Les gars, il y a quand même 6 mois qu'ils sont en train de faire les cons dans leur trou. Et c'est pas la même. Voilà. Donc attention. Oui, eux, ils peuvent pas déserter, c'est important. Ils peuvent pas partir. C'est comme quand nous, quand on arrive dans un pays en guerre, on a un passeport et de l'argent. Donc on sait qu'à un moment donné, si on n'a pas de pépin, on revient. Et ça fait quand même toute la différence. Dans votre métier de journaliste, là, on a parlé de votre actualité. Peut-être que vous auriez des anecdotes et des exemples plus anciens. Une question générale. Est-ce que vous pouvez comprendre si vous n'êtes pas sur place? Non. Non, enfin, on peut... En fait, quand on n'est pas sur place, il faut se former avant pour essayer d'avoir un cadre général de compréhension. Mais comme d'habitude, la théorie, c'est très très bien, sauf qu'il faut toujours la mettre à l'épreuve des faits. Parce que c'est très bien d'avoir les théories, mais en fait, l'homme, dans son action naturelle, a toujours tendance à faire autrement que la théorie. Parce que, en fait, la matière est humaine. Donc, pour éviter... Alors déjà, en voyant, on n'est pas sûr de tout comprendre. On connaît toutes les données de l'équation. Le problème du recrutement, le problème du cessez-le-feu sur la ligne de front, le problème des drones, tout ça, on le sait. Après, on réalise, en fait, que le degré, c'est là qu'on sent le changement. C'est quand on réalise que, parce qu'on le voit, que en fait, la densité à un moment de la présence des drones est aujourd'hui différente de ce qu'elle était au début de la guerre. D'accord ? Elle est beaucoup plus importante. Et donc, il y a un moment où, c'est comme tout, une goutte d'eau, c'est une goutte d'eau. Vous savez, vous avez un trou dans un... Vous pouvez accepter un peu d'humidité parce que vous avez un trou... Puis il y a un moment où, finalement, ça va s'étendre et où ça va changer de nature. Ça devient une fuite. Voilà. Aujourd'hui, le drone, qui était de l'ordre de la goutte d'eau, qui changeait évidemment, qui était un aide à la décision, voir derrière la colline, etc., est devenu un élément déterminant qui change la nature de planifier et de se comporter sur le front. Et ça, il faut vraiment le voir pour le réaliser. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui, quand on ne le voit pas, on a du mal à se rendre compte du degré d'implication de la robotisation. Enfin, on est un peu, je pense, à la phase de discussion sur le char dans les années 30. J'allais y venir, oui. Voilà. Donc, si on reprend la phrase de De Gaulle, ce qu'une force mécanisée nous a imposé, etc., la victoire pourra être faite si nous-mêmes, voilà. Donc, ce qui a été détruit par une force mécanisée peut être reconquis. Je pense qu'on remplace mécanisé par robotisé, et on est dans cette phase-là. Voilà. Et donc, c'est toujours difficile, et c'est important d'aller voir, parce qu'on peut avoir l'idée théorique, on peut le savoir, réaliser le degré d'implication aujourd'hui, l'aisance avec laquelle des jeunes combattants l'utilisent, à la différence de moi qui suis quand même un vieux con, parce que pour vous montrer quand même le cadeau qu'ils m'ont fait de départ, c'était un joystick. Un joystick, voilà. Donc ils m'ont offert un joystick. L'avantage des vieux barbus dans mon genre, c'est que comme on a connu quand même toutes les choses avant, la Tchétchénie, avec la haute intensité. Moi, la première fois que je suis arrivé à Grozny, j'ai découvert ce que c'était que le combat en localité, avec une division d'infanterie qui matraquait tout. Et le passage des hélicoptères de combat, des avions d'appui-sol, etc., etc. C'est à une époque où, nous, en France, on faisait un petit peu d'intervention en Afrique et de la force d'interposition de l'ONU. Et donc, de la haute intensité, il y avait... Et je me rappelle en discuter avec un certain nombre de jeunes lieutenants et capitaines de l'époque, qui depuis sont nos chefs,
dans les armées françaises, mais et qui font qu'on a quand même pris conscience de ce qu'était le retour à la haute intensité. Donc on voit, et là, quand on est passé de cette haute intensité-là, dont on discutait il y a encore 2 ans, à encore autre chose, qui est la robotisation, là aussi, je pense qu'on a une vraie rupture, on a quelque chose qui est en train d'évoluer. Alors il y a une prise de conscience, je pense, dans les armées, en tout cas, certainement, mais et encore pas de tout le monde, je pense que c'est important de le dire, c'est-à-dire le retour d'expérience, d'aller le voir, de le vivre et de le sentir, fait que franchement, pour moi, c'est beaucoup plus avancé que ce que je croyais d'un point de vue théorique. Tout à l'heure, vous avez utilisé une image qui m'a frappé. On n'est pas encore aux essaims de drones, mais par contre, vous avez utilisé le mot de meute. Oui, alors je pense qu'on est effectivement au stade de la meute, c'est-à-dire qu'il y a tellement de drones qui volent. Le coordonnateur, qui est en fait l'officier opération, qui a la main sur l'ensemble de la 3D, peut, sur opportunité, à partir du moment où il y a le repérage, faire concentrer sur un point. Et en général, c'est un peu toujours les mêmes points, parce qu'on le voit bien, c'est les endroits sur la route où on est comme des fous dans la bagnole à courir, à foncer comme des malades, mais dès qu'il y a un tournant un peu fort ou une piste un peu défoncée, on voit le nombre de voitures démolies sur le côté, parce qu'elles sont tombées dans l'embuscade du drone, qui là a pu rattraper sa cible et la frapper. Donc on voit bien qu'il y a là une façon de faire, une façon d'être qui devient une sorte de mode d'action. En juin 2013, vous franchissez la frontière turco-syrienne avec votre camarade journaliste Édouard Elias. Qu'est-ce que vous alliez faire là-bas ? Alors on allait faire un reportage. Alors on savait qu'on prenait un risque énorme parce que la situation était un peu... Alors on connaissait pas encore l'État islamique qui venait juste en fait de scissionner d'Al-Qaïda, donc qui n'avait pas encore été totalement vu parce qu'ils venaient vraiment de le faire. Mais on savait que la situation était bien pourrie. En revanche, il y avait un enjeu informationnel fort qui était l'utilisation de gaz chimiques contre sa population par Bachar el-Assad et son régime. Donc on était allé chercher des témoignages et la preuve que le régime syrien avait utilisé des gaz de guerre chimiques contre la population syrienne. Donc c'est pour ça qu'on a accepté de prendre un niveau de risque élevé. Bon, malheureusement, c'est pas le truc le plus malin qu'on a fait, parce que on s'est fait faire aux pattes. Donc oui, c'était... Votre objectif, c'était de documenter ça, parce qu'à l'époque, je me souviens que c'était une des lignes rouges fixées par l'Occident sur l'opportunité d'intervention. Et que finalement, Obama n'a pas mis en application. Donc vous voyez bien que d'un point de vue... non seulement journalistique, mais du point de vue aussi du débat public, de l'exposition à nos opinions, des choix qui sont faits par les gouvernements, c'était important d'apporter, et c'est ça notre rôle de journaliste en tout cas, d'apporter pas une réponse, parce que c'est pas à nous de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, mais en tout cas leur donner les éléments de voilà, ça s'est passé comme ça, les témoignages sont ça, après ils en pensent, les gens sont assez grands pour savoir ce qu'ils pensent par eux-mêmes, même si moi j'ai mes opinions personnelles, je prétends pas être ni neutre ni objectif, je suis parfaitement subjectif, mais j'ai le fait de mon travail de manière honnête. Le 6 juin donc, de cette année 2013, vous êtes à Alep, en Syrie, vous montez dans une voiture avec votre fixeur et puis votre photographe, et là vous êtes stoppé à un barrage. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, petite erreur journalistique, c'est important de labourer son terrain pour sentir les choses. Il se trouve que, comme vous le savez, en juin 2013, la France intervient au Mali. Et donc, évidemment, je bascule de la Syrie sur laquelle je travaillais depuis déjà plus d'1 an pour aller suivre les opérations des armées françaises au Mali, ce qui me paraît logique. C'est ce que me demandent mes rédacteurs en chef et c'est ce que demande le public. Et donc, pendant 6 mois, puisque vous voyez bien, de juillet 2013 à juin 2013, je suis entièrement tourné vers le Mali. Et donc, mes contacts, mes fixeurs, les gens que je connais en Syrie, je les ai plus, puisque je fais les IFORAS, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de cabines téléphoniques, donc j'accompagne le rep dans la reprise de l'affaire. Juste, qu'est-ce que c'est qu'un fixeur ? Alors le fixeur, c'est quelqu'un, plus exactement, c'est un métier, quelqu'un qui est extrêmement important dans notre travail. Le fixeur, c'est notre clé d'accès à un milieu. Parce que tout le monde va dire, c'est votre interprète. Non, c'est l'homme qui va nous permettre de pénétrer un milieu qui, a priori, ne nous est pas automatiquement favorable, et qui donc a la confiance de ce milieu, et qui, en même temps, connaît suffisamment nos besoins pour accepter de faire ce pont. Et en fait, qui va nous ouvrir l'accès à un milieu. Donc en général, le fixeur, par définition, a un pied d'un côté, un pied de l'autre. C'est le principe de base. Dans une zone grise.
Mais oui, mais c'est normal, parce que Eh c'est oui. des zones de guerre, etc. Et que On a besoin lui-même, d'intermédiaires, quoi. on a besoin d'intermédiaires. Et lui-même, d'ailleurs, vivant sur place, ayant une famille, donc étant soumis à pression. Il a Voilà. ses enjeux. Et typiquement, le fixeur avec qui j'étais ce coup-là, et qui avait avant été un garçon qui m'avait plusieurs fois sauvé la mise dans des situations compliquées, bon, bah, là, était soumis à une pression énorme, qui était, y compris sur sa famille, par l'État islamique. Et donc, bon, bah, là, ce coup-là n'a pas fonctionné comme sonnette, me mettant en alerte. Et voilà. Mais encore une fois, cela est dû au fait que j'avais mis un peu trop de distance avec lui, ce qui fait que quand je suis revenu, qu'il a fallu que j'agisse vite, parce que les bombardements chimiques, il fallait quand même aller assez rapidement, voire recueillir les témoignages, fait que je n'ai pas pris le temps nécessaire à retravailler sur la finesse de l'affaire. On n'avait pas vu arriver l'État islamique, et donc je suis allé me jeter dans la gueule du loup, et je me suis bêtement fait faire. Alors, souvent ça passe, hein, mais là je me suis fait faire aux pattes. Et donc, votre voiture est arrêtée Vous voyez, par un barrage. voilà, donc enfin, c'est pas un barrage, c'était une embuscade bien montée, avec à la sortie d'un village qui s'appelle Marea, qui en plus est un secteur qui a priori avant était tenu par un groupe de combattants syriens que je connaissais très bien. De l'armée syrienne libre ou... Oui, de l'armée syrienne libre, c'était vraiment, enfin, c'était le commandant Saleh que je connaissais parfaitement bien, qui était là. Donc c'était vraiment pour moi une zone relativement sûre. Donc ils ont agi dans une zone qui n'était pas la leur, ce qui fait qu'effectivement l'interception pour eux c'était très tendu, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas dans une zone qui était une zone sous leur contrôle direct. Mais il y avait une voiture en fait qui nous attendait à la sortie du village, dans une ancienne station-service désaffectée, avec 6 mecs à bord armés, une autre derrière, plus une camionnette qui nous suivait et qui nous collait. Donc l'embuscade parfaite, ça a duré 2 secondes 50. On s'est retrouvés lunettes enlevées, chaussures enlevées, ceinture enlevée, menottées dans la camionnette. Ça s'est fait de manière très professionnelle, très tendue mais très professionnelle. Brutal ? Alors non, cette phase-là est pas... La phase d'interception est une phase rude, rapide, mais pas brutale. Pourquoi ? Parce que comme ils veulent éviter d'exclandre et de se faire repérer, parce que c'est pas leur zone, ils vont essayer plutôt de vous rassurer sur le thème. On va contrôler, dans une heure c'est fini. Bon, les baratins habituels, en fait... Vous y avez cru ? Pas une demi-seconde. Quand les gars disent où sont les Français, etc., et on sait exactement, voilà, il y a trop longtemps que je fais ça pour avoir cru une demi-seconde. Ça aurait été un barrage normal, je dis pas, mais de tels moyens déployés pour vous intercepter et vous emmener, c'est tout sauf un barrage réel. Donc non, je savais que c'était cuit, mais vous saviez qu'il n'y avait rien à faire. Ah mais enfin honnêtement, il y a que alors. Pour avoir déjà été blessé par balle, je sais quels sont les effets d'une balle sur une jambe. Il n'y a que dans les films que avec 10 balles dans le corps, on continue à cavaler, on fait des saltos arrière et on tue une division. Ça n'existe pas. Il faut sortir de là. Enfin, c'est ça. Il y a qu'à 12 ans et demi dans un film qu'on peut croire des choses pareilles. Moi, ça fait 40 ans que je fais les guerres. Donc, quand c'est cuit, c'est cuit. Donc, et c'est important de comprendre ça. Hein, quand on fait des formations, c'est ce que je fais avec les jeunes reporters, etc. Il n'y a pas de surhomme. Quand un truc est bien monté, avec des gens professionnels qui connaissent leur métier, ne croyez pas que individuellement, par un coup de baguette magique, vous allez vous en sortir. C'est pas ça du tout qu'il faut faire. Il faut se mettre en mode survie, il faut passer à autre chose, mais certainement pas croire que alors on va s'évader, on va sortir. On va pas faire l'héros. Ça n'existe pas. Ça c'est un truc c'est du Marvel, mais on ne vit pas dans le monde de Marvel. Il vous emmène dans la voiture, là vous avez plus accès, vous voyez plus rien, vous entendez rien. Absolument. Alors on entend, on entend toujours. Ça c'est important. Il y a deux choses qu'on fait, c'est qu'on entend toujours. Là, il nous emmène après, c'est la première phase est la phase difficile, parce qu'en fait, il vous amène dans un lieu qui est un lieu de triage, où là, pour le coup, ça torture dès le début, et où, grosso modo, c'est la phase d'attendrissement de la viande. Il faut montrer c'est qui Raoul. Donc là, pour le coup... on vous casse pour après vous travailler. Voilà, on travaille dur. Donc moi, par exemple, on était menotté on était dans le haut d'un grand hangar où ils torturaient les gens. On était menotté main arrière à un radiateur dans 2 pièces différentes, frappé moi j'avais sur les yeux un bandeau qui avait été aspergé de gaz lacrymogène. Oh putain. Donc voilà. Et on est resté 3 jours et demi complet, sans boire ni manger, en étant frappé toutes les demi-heures, 2 heures, interdiction de dormir. Voilà. Donc vous voyez bien que la mise en condition est assez rude. Voilà. Et vous étiez tout seul à ce moment-là ? Non, j'étais avec Édouard, mais on était séparés. Oui, je l'entendais, mais on était séparés. Voilà. Ce qu'il y a de plus dur là dans cette situation, c'est plutôt la violence, la brutalité ou
On vous prive de sommeil, on vous Non, empêche de alors manger. le pire, c'est évidemment c'est la boisson. Parce qu'on sait parfaitement qu'au bout de 3 jours et demi, 4 jours, on risque d'avoir des liaisons irréversibles. Et surtout, le problème, c'est que petit à petit, on perd le contrôle sur sa capacité à se concentrer. Voilà. Donc ça, c'est en fait le plus dur, c'est On ça. n'arrive plus à réfléchir. Bah, non, parce qu'on commence à avoir des alus, en fait. D'abord, on sait que c'est dangereux et on commence à avoir des alus. Les coups, en fait, étonnamment, bon, prendre pour un neuneu, mais les coups étaient d'un certain point de vue assez intéressants. Pourquoi? Parce que c'était dur, ça faisait mal, mais ils n'avaient pas décidé vraiment de nous casser. Ils auraient pu. Donc, c'était une information pour vous. Pour moi, en fait, le degré de violence était élevé, mais maîtrisé. Donc maîtrisé, ça voulait dire qu'on avait une certaine valeur et qu'ils n'allaient pas nous casser tout de suite. Parce qu'en fait, une fois que vous êtes chopé, si les mecs veulent vous casser, ils vous cassent. Hein. Ouais. Il n'y a pas de discussion. Hein. Personne ne résiste longtemps à une torture où ils ont décidé qu'à la sortie, vous étiez mort. Donc, c'était d'un certain point de vue, je ne dis pas que c'est agréable de se faire frapper, mais ce qui avait d'intéressant, c'est qu'en fait, c'était pour moi plus une lueur d'espoir que ce degré de violence. Oui, on est quand même dans un milieu de neuneux. Oui, on évolue dans un cadre de valeurs un peu particulier. On passe à autre chose. Mais étonnamment, l'information du degré de violence élevé, mais pas insupportable, était pour moi plutôt positif. Quand vous avez dit vous vous mettez en mode survie, ça voulait dire quoi dans votre comportement ou dans ça veut dire que grosso modo, d'abord, il faut comprendre tout de suite qu'on a perdu sa liberté. Perdre sa liberté, c'est perdre tout autre choix que celui de rester soi-même. Donc on ne peut plus savoir, on ne peut plus bouger, on ne peut plus communiquer, on ne peut plus faire ce qu'on veut, on ne peut plus aller aux toilettes quand on veut, on ne peut plus bouffer quand on ne peut plus rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est se mettre dans un mode en se disant « Ok, changement de paradigme, je suis là pour tenir. » Voilà. Et pour tenir, il faut que j'adopte une attitude. En plus, je sais que je vais être interrogé, que ça va être dur et qu'il ne faut pas que je varie. C'est-à-dire que l'image que je vais donner de moi dès le départ à mes geôliers, parce qu'ils vont tous se transmettre le mot, etc., doit être la même du début à la fin. Et donc, on passe en mode survie, qui est, grosso modo, le seul truc qu'on a à faire, c'est essayer de survivre, essayer de ramasser le plus d'infos possible pour comprendre qui vous a chopé, si vous entendez un nom, une cugna, etc., et voir si, avec chance, vous arrivez à vous en sortir, pouvoir ensuite témoigner, dire... Voilà, donc vous pensiez déjà à ça? Quelque part une démarche de renseignement enfin, en tout cas, une démarche de témoignage journalistique, déjà, pour commencer. Ouais. Et oui, et possiblement judiciaire ou renseignement, bien sûr. Peut-être que ça vous a fait tenir aussi, se donner cette mission. En fait, c'est se donner soi-même une nouvelle mission. Ouais. Mon reportage, en fait, était raté, puisque je suis resté 10 mois et j'ai rien produit, enfin 10 mois et demi, et autant dire que ça n'a pas été extrêmement peu rentable d'un point de vue journalistique. Néanmoins, ça m'a permis, justement, oui, effectivement, il faut tout de suite se donner un but. Et un but atteignable. C'est-à-dire pas espérer. Le but, c'est pas je vais sortir. C'est si jamais j'ai la chance de sortir, sachant par exemple que j'avais la chance d'être français et que donc je savais que mon pays allait tout faire pour essayer de me sortir. Mais enfin, le fait qu'ils essayent de me sortir ne veut pas dire qu'ils y réussissent. Et s'ils n'avaient pas réussi, c'était pas de leur faute. La responsabilité de la prise d'otage et de l'exécution reste celle du preneur d'otage et de l'exécuteur. Mais en tout cas, ma logique, c'était celle c'était celle d'Édouard, c'était de se dire, ok, nous, notre boulot, c'est de tenir, et si on tient, de pouvoir aider les investigations qui permettent de comprendre qui nous a pris, pourquoi ils nous ont pris, voilà, etc., etc. Et vous parliez tout à l'heure de la capacité à se concentrer. J'imagine qu'il doit aussi y avoir peut-être des pertes de mémoire ou comment vous répétiez les choses que vous appreniez. Alors là, discrètement, mais tous les soirs et tous les matins, avec Édouard, on se reprenait. Alors, on essayait de garder déjà le fil des jours. Donc, parce qu'il y avait les prières, les 5 prières par jour, etc. Puis on arrivait à les preuves de vie, etc. nous permettaient d'avoir quelques dates. Donc, on recadait notre calendrier. On se disait les faits marquants. Où est-ce qu'on était? Est-ce qu'on était bougé, pas bougé, déplacé, pas déplacé? Est-ce qu'il y a eu un interrogatoire? Est-ce qu'il y a eu une preuve de vie? Est-ce qu'il y a eu un film? Est-ce qu'on a entendu un nom, une cugna? Est-ce qu'on a repéré une salle, un endroit? Voilà. Donc, on se répétait régulièrement, on faisait cet effort de mémoire pour avoir quelque chose de cohérent et de construit si on était amené à sortir. À ce moment-là, vous étiez encore dans la geôle, attaché au même radiateur Non, ça commence en fait après le 4e jour, quand on est déplacé dans l'hôpital ophtalmologique d'Alep, qui est à l'été 2013, le centre concentrationnaire de l'EI
de l'État islamique le plus important à Alep et dans la région, ou qui est en fait leur base avancée. Et vous étiez où physiquement? Physiquement, quel dans le type de sous-sol. pièces? Dans un sous-sol? En fait, c'était les pièces du sous-sol avaient été transformées en cellules, en salle d'interrogatoire, en salle de torture. Et voilà, c'était là qu'étaient amenés l'ensemble des prisonniers de Daesh. C'est pas des de otages de Daesh. Je vous prie de m'excuser, c'est pas de la curiosité morbide, mais je pense que vous le savez, dans les armées, particulièrement dans l'armée de terre, on est à certaines mesures, on est préparé à des événements comme ça, on nous entraîne sur la force mentale, et même il y a ce qu'on appelle le coxage, où on nous met sous pression physique et psychologique. Donc c'est intéressant pour les soldats qui nous regardent, qui peuvent utiliser votre témoignage pour se préparer eux-mêmes. D'abord, en tant que reporter de guerre, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez été préparé comme un soldat peut l'être, comme je viens de le dire? Alors, oui et non. C'est-à-dire que on a monté alors, il y a un premier stage qui avait été monté en 93 après Sarajevo, avec les armées et la DICODE au Centre national d'enterrement commando à Collioure, Au SNEC. Au SNEC, qui est une semaine de sensibilisation au risque en zone de guerre et qui est très bien fait, et dans lequel il y a cet exercice-là. Moi, j'avais fait le premier en 1900, parce que je suis vieux en 93, donc je fais partie des gens qui avions mis en place le premier stage. Et par les caches, vous êtes coxé, ce qu'on dit chez nous, voilà. On vous met sous... Et je participe très régulièrement comme grand témoin à la formation de nos jeunes journalistes là-dedans. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Il y a une deuxième formation qui a été mise en place par France Média Monde et qui s'appelle le Manoir, et qui fait ça aussi de manière très intéressante et très solide. Et là, on est en train de monter une troisième formation au Sanzub avec l'armée de terre. Pour revenir à la captivité, parce que vous avez cette vision du journaliste qui s'intéresse aux hommes, qui les interviewe. J'imagine que vous avez fait des portraits. Je me suis demandé si vous faisiez les portraits aussi de vos geôliers, s'il y avait... Bien sûr. Ne serait-ce que parce que ça permettait de les identifier. Et est-ce qu'il y a un portrait type du non, geôlier de Daesh? Non, il n'y a pas de portrait type. Il y a des parcours différents. Il y a des parcours très différents. Il y en avait qui étaient très intellos, qu'on n'aurait jamais dû rater, qui sont partis chez eux. On aurait pu les prendre chez nous à terme. Enfin, il y a quand même... J'ai pas compris. Il y a des jeunes qui n'auraient jamais dû être là-bas. Enfin, ils sont issus de nos écoles, ils sont des gars qui sont bien formés et tout. Malheureusement, ils ont basculé dans ce choix-là. Après, pour soit des parcours de vie, soit des choix individuels. Après, c'est le choix... donc, non, c'est très différent. Il y avait des types normaux, quoi. Non, ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui font des choix. Il ne faut jamais oublier ça. L'ennemi, c'est un homme qui fait un choix. Après, ça n'empêche pas d'être un ennemi. C'est un homme qui fait un choix. Voilà. Donc, ils sont comme, ils sont comme vous et moi. Ils sortent pas de nulle part. C'est pas de la génération spontanée. C'est comme la maladie vient du microbe. Il faut bien que ça vienne de quelque chose. Donc, c'est des gens qui ont fait ces choix-là de s'affronter et de sortir de la société dont ils sont issus, parce que c'est des jeunes Français, et de la combattre. Parce que vos geôliers étaient surtout... Alors, il y avait des Anglais... Alors, il y a eu des Anglais et beaucoup de Français. Dans un premier temps, c'est tous ceux qui ont fait les attentats de Paris et de Bruxelles. Ouais. Donc, oui. On y reviendra après. Et je crois que vous avez dit quelque part que c'était les plus... violents ou les plus sadiques? Alors, en tout cas, c'est ceux qui, surtout dans un premier temps, avaient le plus de haine pour ce qu'on représentait. Et qui, eux, étaient dans une logique, effectivement, d'affrontement et de rupture, puisqu'ils étaient là pour combattre la France. Les geôliers syriens, qui sont plutôt des tribalistes traditionnels anti-chiites, pour les Français, quant aux Irakiens, n'en parlons même pas. Moi, en fait, ce qui nous a sauvés, nous, en tant que Français, c'est que la direction de l'EI, de l'État islamique, était irakienne, et qui se rappelait de la position de la France en 2003 sur l'Irak. Et donc, ils étaient moins amenés, voilà, pour les Français, ça les dérangeait moins que les Américains. Mais donc le jeune ou le djihadiste syrien ou irakien qui sortait de sa tribu et qui, lui, était là pour combattre les chiites plus que l'étranger, bon, il n'avait pas de problème particulier avec nous. On était des prisonniers parmi les autres. C'était dur et violent, parce qu'ils sont durs et violents en général. Oui, mais ils vivent aussi ça au quotidien. Voilà, c'est le quotidien, c'est la reproduction de leur mode d'action, mais il n'y avait pas d'animosité. Alors que, évidemment, le jeune djihadiste français qui, lui, est en rupture de Mans, avec tout ce que nous représentons de son point de vue, comme étant ce qu'il déteste et ce qu'il combat. Donc, oui, c'était plus tendu. Mais quelque part, c'est un paradoxe, puisque intuitivement, on pourrait penser qu'un enfant qui grandit dans un pays où il n'a que la violence, où c'est tuer ou être tué, ça aurait pu être lui le plus violent. Et là, ce que vous dites, c'est que ceux qui étaient le plus violents dans les cellules, paradoxalement, c'est ceux qui avaient grandi en France. Parce qu'en fait, c'est comme dans toutes les guerres. Le plus dur, c'est la guerre civile est toujours plus dure que la guerre tout court.
C'est juste, oui. Et eux le vivent brutal, ouais. Eux le vivent comme une guerre civile. C'est comme la Bosnie. Moi, c'est 92, ce qui m'a le plus frappé en Bosnie, c'est une ville comme Sarajevo, c'est quand même très très proche d'une ville française moyenne. C'est en Europe, c'est à 2 heures de vol de Paris. Donc là, moi à l'époque, j'avais une trentaine d'années. Les jeunes de Sarajevo vivaient, on avait lu les mêmes bouquins, écouté la même musique, vu les mêmes films. Ils étaient tous au lycée ensemble ou à la fac ensemble. Genre, quelle que soit la ligne de front où on allait, côté croate, serbe ou bosniaque, ils nous sortaient tous les photos de classe où ils étaient tous en disant tiens, Bidulette c'était ma copine, maintenant les snipers en face, Bidule, etc. Donc, les mecs normaux, quoi. Voilà, comme vous, mais qui, voilà. Donc l'affrontement de la guerre civile, la mécanique qui les amène à la guerre civile, font que l'inimité choisie par là l'engagement dans un truc djihadiste qui veut de changer notre mode de vie, donc le rejet de la démocratie, du droit, qui pourtant les a formés Bon, mais c'est ce rejet-là fait qu'ils sont bien plus agressifs et bien plus violents envers nous que ne pouvait l'être le paysan syrien qui, lui, on était là, certes, on était entre la chèvre et l'âne, mais il n'y avait pas d'affect, ils s'en foutaient. À votre avis, qu'est-ce qui les a amenés là, ces Français, dans cette geôle ? Après, c'est intéressant de comprendre pourquoi il a fait son parcours d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue du contre-terrorisme. Finalement, ça a assez peu de sens. Mais donc, encore une fois, c'est le fait de vouloir essayer d'avoir une approche intelligente et rationnelle sur l'affaire ne veut pas dire qu'on essaye d'excuser ou qu'il ne faudrait pas agir. C'est pas le problème. Vous l'avez confronté, identifié lors du procès. Qu'est-ce que ça vous a fait de faire face à votre bourreau ? Rien, c'est quand même beaucoup plus simple d'être dans ce sens-là que dans l'autre. Oui. On va pas dire les choses franchement. Dit comme ça. Enfin, d'ailleurs, lui n'était pas en situation de victime dans ces cas-là. Non, mais même, c'est pas le sujet. Encore une fois, vous avez bien remarqué que j'essaie d'avoir justement une attitude qui soit une attitude. Bien sûr qu'on est victime partiellement, mais victime, c'est un moment. C'est pas un statut victime. Parce que on a un problème dans nos sociétés souvent, c'est qu'on voudrait tout victimiser. Alors certes que la justice, qu'elles aident les victimes à surmonter le traumatisme qu'elles ont pu avoir, tant mieux. Mais rappelons quand même une chose, c'est que le rôle de la justice au départ, c'est de protéger la société. Voilà. Si dans ce processus-là, on fait le reste, tant mieux. Mais rôle numéro 1, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, on a quand même un sujet en France, c'est que la victimisation, c'est même pas bon pour les victimes. Parce qu'après, on les met dans un statut qui les empêche de rebondir. Moi, j'étais journaliste avant, je suis journaliste après, je peux être victime à un moment. Ces 10 mois de ma vie ne sont pas certes les plus agréables, mais en fait, ce ne sont que 10 mois de 60 à 50 de ma vie. Donc, je ne suis pas identifié, mon identité n'est pas, je suis pas ex-otage. Je suis partiellement ex-otage, parce que c'est une des expériences sur mes 65 années, mais c'est parce que ça ne me fait pas. Ça a juste révélé si j'étais capable de tenir, pas de tenir. En fait, on rentre dans une épreuve avec ce qu'on est, et on en ressort tel qu'on est. Simplement, ça confirme ou ça infirme ce qu'on peut croire de soi, mais moi je ne crois pas au fait que par un coup de baguette magique, ça vous transforme. En fait, vous rentrez dans l'épreuve avec ce que vous avez appris et accumulé, et vous en sortez un petit peu plus affaibli ou un petit peu plus renforcé en fonction de comment ça se passe, mais fondamentalement, ça ne vous change pas. Donc, vouloir ensuite mettre les gens simplement en faire que des victimes est un problème. C'est-à-dire, quand on a et c'est un peu ce que cherchent d'ailleurs tous les gens qui veulent nous terroriser. Que ce soit les menaces de Poutine avec le nucléaire, que ce soit les menaces de l'EI avec les attentats terroristes, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent nous faire croire qu'on n'est pas capable, en tant que démocratie, de répondre à la menace de la violence extrême. Parce qu'ils veulent nous faire tellement peur qu'on se dit « Ouh là là, face à tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? On se rend ? On se met à genoux ? On accepte des vendus comme des esclaves yézidis sur les marchés ? C'est ça l'alternative ? Mais pas du tout. On peut parfaitement survivre à ça et leur dire, écoutez les enfants, vous êtes bien gentils avec vos menaces. Enfin, nous aussi, on est capable de vous faire mal si vous nous cherchez des puces. On n'embête pas le monde, on cherche pas à conquérir la terre, on veut pas déclencher la guerre avec vous. Mais enfin, honnêtement, on est aussi capable de répondre. Donc il y a un moment où il faut quand même face à tout ce qui est illibéral, dur, machin, et qui se présente comme absolument sans scrupules, sans limite, et donc à qui il faut surtout pas résister. Mais c'est comme le grand dans la cour de l'école. Il y a un moment, on peut aussi répondre quand même et demander avec les copains à répondre ensemble. Voilà. Et il y a un moment où il faut aussi être capable de dire ça.
Oui. Voilà, et que nous, on a des choses à défendre et qu'on ne se laisse pas intimider par ces menaces et même par les attentats. Voilà, Oui. c'est important de faire cette démonstration-là. Vous avez eu une phrase, vous avez dit quand j'étais pris en otage ou quand il y a une prise d'otage, c'est toute la société qui est prise en otage. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Bah, l'air de rien, c'est ça. Bah, encore une fois, c'est l'histoire de la terreur. Pourquoi ils nous prennent en otage? Honnêtement, il y a ça. C'est une façon de peser sur la décision diplomatique et donc politique et stratégique de notre pays pour voilà, apposer une reconnaissance, la libération de quelqu'un, etc., etc., etc. Donc vous voyez bien qu'il y a une volonté, sinon ils ne le feraient pas. Donc il y a une volonté dans la prise d'otage qui est éminemment politique, qui est d'ailleurs c'est l'expression publique de la revendication, il faut toujours faire appel au président, machin, patin couffin, est une façon de vouloir peser sur les décisions de votre appareil d'État. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour un pays. Et puis ça demande une mobilisation de votre diplomatie, de vos services, d'un certain nombre de gens et de moyens pour vous retrouver qui sont quand même réels et conséquents. Non, je voulais dire, vous, à ce moment-là, vous croyez que vous allez mourir ou vous savez, vous avez peut-être des éléments qui... Mais alors, enfin, encore une fois, moi, ça fait 40 ans que je suis dans les guerres, donc honnêtement, c'est ce que j'expliquais à mes camarades de détention. Quand vous allez dans une zone de guerre, si vous pensez que vous ne pouvez pas mourir, il y a quand même un sujet. C'est qu'il y a un moment où il vous manque, une case. Non, mais enfin, franchement, donc, le risque de mourir, quand on va dans une zone de guerre, on le connaît, on l'assume. Ou alors sinon, il faut aller faire autre chose. Donc oui, il y avait un risque, ça clairement. Quand on se fait choper par des mecs comme Le I, il y a plus de chances qu'on n'en sorte pas qu'on en sorte. Mais bon voilà, après, ça sert à rien de se foutre en vrac toute la journée, parce qu'on n'en sait rien en fait. Je dis ça parce que par ailleurs, j'ai cru lire, ou je me suis peut-être trompé, mais un témoignage dans lequel vous disiez que quand on vous menaçait, quand des geôliers vous menaçaient, vous disiez non, mais c'est pas toi qui vas me tuer, je sais que c'est pas comme ça que ça se passe. Attention, c'est pas généralisé. À un moment, qui était juste les 4 jours après les 4 premiers jours, quand ils nous amènent dans l'hôpital d'Alep, un des gardiens vient me faire un simulacre d'exécution, tout seul dans le couloir, avec son Makarov qui me met sur la tête. Là, je savais que, vu comment fonctionnait l'œil, etc., il n'y avait aucune chance que ça se passe à ce moment-là, parce que le mec, il allait se faire égorger plus vite que moi s'il tuait un otage qui avait beaucoup plus de valeur qu'il n'en avait. Donc là, j'ai pas cru une demi-seconde à son truc d'exécution. Juste une question pour conclure sur ce chapitre. Est-ce que, à un moment, cette expérience vous a fait reconsidérer le métier de journaliste? Non. Il y a eu peut-être des moments dans d'autres missions ou un autre moment de votre carrière où vous avez envie de tout raccrocher, vous avez envie d'arrêter ça? Non, d'abord, je ne sais rien faire d'autre. J'en doute. Mais bon. Non, mais moi j'adore mon métier. Enfin, honnêtement, je trouve que c'est un métier absolument passionnant. C'est un métier où on rentre. On a la chance de pouvoir avoir accès en direct aux choses, aux événements, aux gens, sans filtre. C'est nous qui faisons le tri. C'est nous qui avons la matière. C'est nous qui voyons les hommes et les femmes. Honnêtement, ça vaut 2-3 risques. Enfin, moi, je trouve que c'est. Enfin, moi, franchement. On me demande de re-signer demain, je re-signe tout de suite. Hein. Je suis d'accord avec vous. En plus, quand on se dit que vous avez une expérience opérationnelle encore plus riche que beaucoup de soldats des armées, vous avez vécu des choses incroyables. Alors, vous avez fondé j'espère pas me tromper, vous avez fondé une école de reporters de guerre. C'est pas une école, c'est une assoce. Enfin, on a créé un collectif qui s'appelle Frog of War. Bon, qui travaille un petit peu sur l'idée de... C'est un peu les compagnons du Tour de France. Hein, c'est Frog of War, les grenouilles de la guerre, quoi. Alors, c'est grenouilles de guerre, mais c'est un jeu de mots. En fait, c'est un surnom que m'avaient donné les collègues anglo-saxons. C'est mon surnom dans le milieu. C'est un jeu de mots sur Fog of War, le brouillard, de la guerre, et Frog of War, le frog de la grenouille. Voilà, bon, pas mal. Donc, c'est pour ça qu'on a fait en clin d'œil, on a repris ça. C'est un copain. Alors, vous avez des jeunes. C'est un collectif où les anciens mettent à disposition leur carnet d'adresse, leurs compétences et leurs machins aux plus jeunes. Et où, grosso modo, l'idée, c'est d'aider des jeunes qui commencent dans le reportage de guerre. On a mis aussi en place un fonds de dotation qui s'appelle Joseph Kessel. Belle référence. Voilà. Un de mes auteurs préférés. C'est normal, bien sûr. En fait, voilà. Donc oui, c'est normal. Le légionnaire et reporter, ça fait j'imagine que ça résonne. Donc, et l'idée étant de monter des formations, celles que l'on va faire avec le Sanzub, par exemple,
donner des assurances. Donc on a négocié avec la GPM le fait que justement ils puissent leur faire de la prévoyance, parce qu'on a quand même des jeunes qui partent sur le terrain sans être assurés, sinon c'est embêtant. De leur donner du matériel individuel de protection, que ça ait du gilet pare-balles ou capacité de communication sécurisée. Voilà, et de les accompagner dans leur démarche et leur truc. Donc dans la sauce, il y a ça. Il y a aussi, alors c'est vraiment une sauce de journalistes, hein, pour justement faire en sorte que les questions de sécurité soient prises en charge par les journalistes, mais que les décisions restent éditoriales, restent aussi dans les mains des journalistes. Ce ne sont pas des gens extérieurs venant du monde de la sécurité qui nous disent ce qu'on doit faire, parce que c'est un vrai choix éditorial que d'accepter ou pas le risque pour aller couvrir un sujet. Mais je comprends pas, c'est une sorte de... Du coup, c'est une organisation de reporters qui travaillent ensemble. Voilà. Et dans lequel, par ailleurs, c'est pas une école. Non. Alors après, on fait des formations, par exemple, mais c'est pas une école, c'est un collectif de reporters de guerre. Voilà. Et dans lequel il y a le prix Albert Londres, il y a le prix Bayeux des correspondants de guerre, qui sont membres de l'association dès le départ. Et en fait, c'est une petite structuration du milieu. On a l'appui de la SCAM, qui est la société des auteurs dans le journalisme. Voilà. Et donc, on essaye un peu de travailler tous ensemble à aider les plus jeunes qui débutent, parfois dans des conditions difficiles, et donc pour essayer aussi d'abaisser le risque professionnel qui est inhérent à notre profession, mais c'est pas parce que le risque est inhérent que faut faire n'importe quoi, voilà. Et on a un soutien assez fort, là pour le coup, des armées, des autorités qui voient ça d'un bon œil, mais on leur a bien dit... On a besoin de journalistes, nous militaires... Mais pas vous, militaires, tout le monde a besoin de journalistes. Alors, une société démocratique a besoin de journalistes indépendants et autonomes, qui soient capables justement de parler, et particulièrement de reporters, pas simplement de gens qui font de la théorie et des éditoriaux, mais des gens qui vont chercher les choses sur le terrain. Ouais. Après, là-dedans, il y a des gens avec des opinions très différentes, des machins, mais on s'en fout. C'est des reporters, justement. Et c'est important, effectivement, en ces temps de guerre informationnelle, etc., d'avoir des gens qui peuvent porter une réponse à des fake news, etc., d'un point de vue journalistique et pas simplement d'un point de vue institutionnel. Donc, et pour ça, malheureusement, comme il y a quand même à la fois une dangerosité de plus en plus importante, puisque les journalistes sont de plus en plus des cibles dans le cadre de la guerre informationnelle. Le risque augmente vraiment ? Oui, parce que maintenant, toutes les armées et toutes les guérillas du monde ont bien compris de l'enjeu de l'information dans la guerre. Ouais. Donc celui qui contrôle l'information, mais c'est comme pour les ONG, celui qui contrôle la distribution de bouffe et la distribution d'eau a du pouvoir. Donc évidemment, il y a aujourd'hui de plus en plus de pression indirecte, donc là, la fameuse guerre hors limite, diraient nos amis chinois, mais fait que tout ce qui est en fait l'environnement de la guerre, c'est-à-dire l'opinion publique qui en fait est le soutien à un conflit. Le jour où votre opinion publique vous lâche, le militaire, c'est terminé. Il peut avoir gagné toutes les batailles. L'excellence tactique, c'est formidable et il faut l'avoir. Enfin, l'excellence tactique n'a jamais fait gagner une guerre. Elle fait gagner des batailles, et l'accumulation de batailles gagnées n'a jamais fait gagner une guerre. C'est quoi le profil des jeunes là, qui s'engagent aujourd'hui dans ce métier ? C'est très variable, hein, c'est pareil, c'est quand même pas un sport de masse. Hein, donc, non, mais voilà, on parle quand même de quelques dizaines par an à tout casser, donc c'est pas non plus. C'est quoi, c'est un statut indépendant ou ils sont rattachés à une rédaction comme vous avez pu l'être ? 90% sont indépendants. Ah oui, d'accord, je ne pensais pas autant. Pourquoi ? Parce que les rédactions ont plus des reporters attitrés. Alors ça recommence, parce qu'avec l'Ukraine, par exemple, il y a les rédactions ont recommencé à envoyer des gens alors que c'était de plus en plus difficile. Donc, mais parce que c'est cher. Ouais. En fait, la bonne information... Les gens pensent que l'info, c'est gratuit, puisqu'avec Internet, etc., les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on peut tout avoir sans... Le problème, c'est qu'en fait, d'abord, ça doit être payé par autre chose, parce qu'on ne paye pas directement, c'est qu'ils vous prennent vos data, etc. Oui. Si tu ne payes pas, c'est que c'est toi le produit. Exactement. Donc, et puis l'autre chose, c'est quand même que l'info, ça coûte cher, parce qu'il faut y aller. Une zone de guerre, c'est en moyenne, faut quand même, on est facile à 1000 € par jour. Ils sont là ? Ah bah oui, entre les fixeurs, les bagnoles et tout. Donc après, on essaie de... Filer du fric en permanence, quoi. Mais c'est dans une zone de guerre, il n'y a que ça qui marche. Faut quand même pas rêver, les mecs, ils vous aiment bien, mais enfin bon, faut survivre. Hein, donc c'est cher. Donc, or, plus on a de temps, mieux on comprend. Donc vous trimballez avec des valises de cash, quoi. Ça aussi. Enfin oui, après, on a des tonnes de façons de faire. On va pas rentrer dans le détail, mais parce que se balader avec des valises de cash, c'est un peu ça. Non, mais c'est pour ça qu'on fait attention à tout ça. Donc on s'amuse pas à dire bonjour, venez les mecs, il y a un coffre-fort ici. Donc, là,
mais après, évidemment, je suis curieux d'avoir les techniques, mais on va pas les donner, mais non, j'aimerais bien en savoir plus. on fait comme les djihadistes, hein, on va au changeur, et on fait envoyer de l'argent au fur et à mesure. Avec un chèque à Paris, on peut parfaitement obtenir du liquide au Kurdistan ou au Syrie. Et ça, c'est des techniques que vous passez entre reporters. Pardon de poser cette question, mais ça me fait penser aux services de renseignement pour ces méthodes-là. Je ne sais pas s'ils font ça, mais en tout cas, nous, on le fait très, très régulièrement. Moi, le nombre de fois où je l'ai fait, bien sûr. L'information est-elle une arme de guerre? Oui. Est-ce que vous auriez pu vous engager dans l'armée? Certainement. L'IA va-t-elle remplacer les journalistes? Peut-être. Est-on bien informé sur la guerre en Ukraine? Oui, plutôt bien. Sur la guerre à Gaza? Difficile. Est-ce qu'un journaliste peut être neutre? Non. Peut-on comprendre un conflit sans être sur place? Non. Regrettez-vous d'être parti en Syrie? Non. Êtes-vous optimiste sur l'avenir du journalisme? Bon, ça existera. Ça sera dur, mais ça existera. Sommes-nous prêts à la bataille et à la guerre de l'information? On est dedans. Les bourreaux de Daesh étaient-ils des hommes comme tout le monde? Oui. Faut-il faire revenir en France les djihadistes de l'État islamique? Non. Refuseriez-vous d'interviewer des terroristes ou certaines personnes à cause de leur passé ou leurs crimes? Non. Vous interviewerez tout le monde? Oui. Ce qui ne tue pas rend plus fort? Ça dépend. Non, ça peut aussi affaiblir. Enfin, ça dépend comment. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Si on s'en sort bien, ouais. Si on sort pas... Non, il y a des gens qui sont cassés par ce qui se passe mal. Donc moi, je me méfie de ces espèces de phrases toutes faites qui visent en fait à suppléer, à se rassurer. Non, c'est pas obligatoire. Allez, et la dernière, si on remontait le temps, est-ce que vous referiez le même métier et les mêmes missions? Certainement. Puisque vous utilisez ce terme qui est très connoté renseignement, qui est le mot de capteur, une question que je ne peux pas éviter de poser. Vous pensez que vous avez déjà été tamponné par les services de renseignement? Bien sûr, évidemment, mais quel que soit le pays et quelle que soit la nationalité, c'est normal. Enfin, ce serait comme si, quand on travaille sur l'économie, on rencontre des traders, des machins, etc. Quand on travaille dans la justice, on rencontre des truands, des avocats et des magistrats. Nous, on rencontre des diplomates, des espions et des combattants. Ça fait partie de notre travail. Et là aussi, vous vous formez? En fait, c'est comme pour le reste, c'est l'expérience. Après, c'est toujours pareil. C'est chacun à sa place et les moutons seront bien gardés. Donc, en fait, quand on sait qui on est et il n'y a aucun risque, nous-mêmes, on cherche à les tamponner parce que c'est des sources pour nous. Donc après, j'avais pas vu ça comme ça. Bien évidemment. Ouais. Donc tout le monde nous dit oh là là, vous avez dû être approché par des espions. Bon, enfin oui, mais nous aussi on essaie de les approcher parce qu'en fait ça nous intéresse de savoir ce qu'ils ont dans le crâne. Chacun essaie de s'approcher. Voilà, donc après c'est un jeu. Le contact se fait. Mais obligatoirement, soyons sérieux. Donc c'est pareil que de la même manière que j'approche les services de sécurité de l'EI, je les connaissais, ils me connaissaient. Enfin, ils ont aussi des appareils de sécurité. Le Hezbollah a des appareils de sécurité. Le Hamas a un appareil de sécurité. Donc je l'ai rencontré. Je les ai tous rencontrés et je les vois et ils le savent parfaitement. Et ils savent parfaitement que je rencontre les Français, les Anglais, les Américains, les Israéliens. C'est notre travail. Donc on va pas mentir, on va dire bah non, oh là là, on touche pas à ça. Pas du tout. Ou alors sinon on voit personne, on dit je fais quoi? Je vais dans mon coin et je dis je vois que des réfugiés, ça n'a pas de sens. Donc évidemment qu'on le fait. C'est notre métier, c'est leur métier. Donc voilà, après tout le monde se renifle et chacun. Mais tant qu'on est dans nous, de toute manière, on a une chose, c'est on ne cache pas qui on est. Tout le monde sait qui on est. Et la grosse différence, c'est que mais ce qu'on dit, on le diffuse. Il suffit d'ouvrir son canal de télévision, son journal ou sa radio pour savoir ce qu'on a vu, puisque la preuve, je vous en voilà, vous me posez des questions, je vous réponds. Et merci beaucoup. Non, mais c'est normal. Mais je veux dire, voilà. Donc nous, on n'a pas de restriction à la diffusion de ce qu'on sait. Est-ce que ça vous a rendu parano? Pas du tout. Et vous restez un optimiste? Je ne sais pas si je suis optimiste, pas optimiste, parce que, de nature... Je veux dire, c'est qu'avoir vu toutes ces violences, ça vous a pas rendu cynique ou... mais c'est la nature humaine. Alors, il y a une grosse différence. Oui, cynique, c'est une bonne question. Je pense que le risque le plus important dans mon métier, c'est le cynisme. C'est-à-dire le jour où un journaliste, un reporter devient cynique, c'est une catastrophe. D'abord parce que les gens ne nous parlent que parce qu'ils sentent quand même une certaine empathie. Les gens, ils acceptent de vous parler si ça vous intéressez vraiment à qui ils sont. Si votre source ou votre sujet n'est pas... les gens savent que vous n'en avez rien à foutre et que, en fait, vous vous intéressez pas à eux, pourquoi ils vous parleraient? Parce que nous, à la différence, justement, des différents services de sécurité, quels qu'ils soient, on n'a pas de levier.
On n'a pas l'argent, la corruption, les machins, les trucs, là, les fameux mice, là, je sais pas quoi. Donc, nous, il faut bien que les gens, ils nous parlent de manière volontaire. Nous, on arrive, on dit voilà qui on est, et est-ce que vous voulez bien nous parler? Donc, ils ont deux solutions. Soit ils nous disent non, soit ils nous prennent en otage. Ça fait partie des options. Ça fait aussi partie des options. Mais donc, il faut bien quand même que, voilà, donc nous, on dit qui on est quand on va le faire. Et donc, les gens nous parlent parce que, aussi, on s'intéresse aux gens. Donc, c'est important, l'empathie. Merci beaucoup. Je vais terminer avec un questionnaire que j'ai créé pour vous. Donc, questionnaire un peu à la Bernard Pivot, mais version Légion étrangère. D'accord. Je ne sais pas si vous aurez toutes les Vu références. que tu parles à la Légion étrangère, ça va être compliqué, mais on va y arriver. Vous avez un ami qui peut vous expliquer. Oui, j'en ai plusieurs. Oui. Alors, je suis parti sur la première question. Si vous étiez un expert en camouflage, qu'iriez-vous espionner? Ah, alors si j'étais un expert en camouflage, j'espionnerais absolument personne, parce que franchement, ça m'intéresse pas, parce que moi, justement, je viens de vous expliquer que quand j'allais faire quelque chose, je le fais de manière ouverte. Alors, peut-être pas dans votre métier. En revanche, ça me permettrait un truc que j'aurais adoré faire dans la vie si j'avais pas été reporter de guerre. J'aurais fait photographe ou documentaire animalier. Parce que ça m'aurait permis d'approcher, entre autres, les okapis, que je n'ai jamais vus, que j'adorerais voir en situation. Voilà. Ça, si j'étais capable de camouflage, je serais un excellent reporter animalier. Vous n'irait pas voler de la bouffe dans les frigos. J'ai pas besoin de me camoufler pour ça. Que répondez-vous à la petite voix qui vous dit « abandonne » ? Jamais. Votre juron, gros mot ou blasphème favori, et vous avez droit en langue étrangère. Je pense que ça doit être Bliat. Ah. je sais ce que ça veut dire, mais vous prononcez un petit peu Bliat Nahoui. Votre patrie si ce n'était pas la France. Je vois mal parce que la patrie, par définition, c'est la France. La devise que vous graveriez sur votre épée si vous en avez une. Sur une épée? Les officiers, on a un sabre, oui, alors moi personnellement, une épée, comme sur toute arme, je graverais, je sais pas, d'or ou tu, parce qu'en fait, grosso modo, soit tu restes dedans, soit voilà, et donc je préférerais le mettre sur une arme longue que sur une épée que je trouve moins efficace. Après, si c'était... Non, c'était pas une question d'efficacité, de létalité de l'arme. Non, mais je pense que c'est une question justement de mentalité, et voilà, après... C'est très concret, ça aurait pu être une réponse de soldat. Je pense que, voilà. Moi, je suis un peu plus intello que vous, faut que je me pose des questions. Voilà. Après, si c'était plutôt une devise... une devise personnelle, un maître mot. En tant que journaliste, ça serait d'y réagir. Bien, ok, ça me va. Au nom de quoi pourriez-vous mourir? Alors, je pense d'abord pour me défendre, comme tout le monde. Deuxièmement, pour défendre ma femme, je pense, ou mes amis. Et troisièmement, pour la liberté. Bêtement, mais enfin, je pense comme tout le monde. Non, mais c'est pas bête du tout. Et la dernière question, si le diable marchait avec vous, que lui diriez-vous? Passe devant. Le plus loin possible. Merci beaucoup Didier François, c'était vraiment top, je ne m'attendais pas à cette discussion, mais en tout cas moi ça m'a plu. Merci encore. Si vous êtes encore avec nous, c'est que peut-être d'autres épisodes de Quartier Libre peuvent vous intéresser. Je vous recommande d'aller sur la page de l'Armée de Terre Recrute ou sur la mienne, Capitaine Bro, BRAULT. N'oubliez pas, moi je suis très intéressé si vous avez des idées d'invités ou des questions à leur poser, vous pouvez m'écrire sur mes réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt. Armée de Terre, peux-tu le faire? Pour le savoir, s'engager.fr. L'Armée de Terre recrute 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an et forme à plus de 100 métiers.